Nouvel incident chez Boeing, un 747 a pris feu en plein vol. Cela s'est passé jeudi à Miami, aux États-Unis. Atterrissage d'urgence encore pour Boeing. C'est 2 semaines après l'épisode de la porte arrachée. Souvenez-vous, là aussi, c'était en plein vol. Dans les 2 cas, pas de blessés graves. Mais si vous me permettez, cela fout mal pour le constructeur. On en parle tout de suite avec Xavier Titelman. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour. Vous êtes ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos et donc spécialiste de la question. Est-ce que c'est la loi des séries pour Boeing ? Est-ce que le constructeur est en cause ? Alors, c'est la loi des séries. Médiatiquement, en tout cas, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. Par contre, les moteurs, ce n'est pas Boeing. Les moteurs, ils sont partagés entre Airbus et Boeing. Les autres constructeurs du monde entier, même les Chinois, utilisent les mêmes marques. Safran, etc., Pratt & Whitney. Donc là, oui, ça tombe sur un Boeing, mais vraiment le hasard veut que ça tombe sur un Boeing, ça aurait pu être sur un Airbus de la même manière, et c'est pas la faute du constructeur. Donc jeudi, c'était le moteur qui a pris feu, effectivement. 2 semaines plus tôt, la porte arrachée, c'était un boulon qui était en cause. Oui, tout à fait. Alors là, par contre, il y a un problème de contrôle qualité chez Boeing qui est récurrent depuis plusieurs années, sur lequel ils travaillent beaucoup. Mais là aussi, on n'est toujours pas certain. Est-ce que c'était la charnière du côté dans le fuselage, auquel cas c'est Boeing qui devait la mettre en place, et si c'est la charnière de l'autre côté qui a lâché, là également ça peut être le sous-traitant. Dans tous les cas, c'était un problème quand il a été monté, mais là aussi c'est pas forcément Boeing qui est en cause, et le contrôle qualité aujourd'hui, ils font énormément d'efforts pour y remédier. Par exemple chez Airbus ou chez Dassault, ils ont des sortes de tournevis connectés qui permettent de savoir de quelle manière ça a été serré, et si tous les boulons sont effectivement serrés. Peut-être que Boeing n'a pas encore implémenté toutes ces pratiques. Et combien de temps ça peut prendre, ça, cette enquête, si on peut dire ? À mon avis, il y a déjà des gens qui le savent, tout simplement parce qu'il y a d'autres avions qui ont été investigués, ils ont vérifié la totalité de la flotte mondiale, ils ont vu qu'il y en avait d'autres sur lesquels certains boulons étaient mal serrés, et donc ça a été corrigé. Donc corriger le problème, c'est déjà fait. Avoir une confirmation juridique que c'est la faute de Boeing ou de son sous-traitant, ça certainement qu'il faudra attendre encore quelques semaines. Effectivement, ce sont de longues procédures, on imagine bien. Pour le coup, la faute à Boeing ou pas, c'est Boeing qui paye les pots cassés, on va dire. J'imagine qu'il y a forcément des répercussions, ou qu'il y aura des répercussions dans le choix d'un vol des consommateurs. Oui, c'est un petit peu la même chose qu'on avait eu après le Rio-Paris, où les gens avaient commencé à éviter l'Airbus A330. Là, on est sur une situation où on a une récurrence. On a eu des accidents, pour le coup. Le Boeing 737 MAX, lorsqu'il a été sorti, il y a eu 2 accidents. Et là, c'était la faute du constructeur qui avait eu un problème de conception. Derrière, les problèmes qualité, ça, c'est des choses qui doivent se réparer petit à petit. Mais finalement, il faut comprendre qu'il y a aussi une tension sur le marché. C'est-à-dire que si vous voulez commander un avion aujourd'hui, vous êtes livré au mieux en 2028-2029. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas dire finalement je vais changer d'avis, je vais abandonner ma commande de Boeing que je dois recevoir l'année prochaine pour prendre des Airbus parce que je serai livré qu'en 2029. Donc ça fait qu'il y a une telle tension et tout le monde a la certitude que le contrôle qualité, ils vont le réparer, c'est facile. Un avion qui est mal conçu, là c'est un problème. Et là il y aurait des doutes et là il y aura des compagnies qui pourraient changer d'avis. Mais un contrôle qualité qui a été mal fait sur un appareil maintenant, on sait très bien qu'ils vont le réparer et qu'il n'y aura aucun souci dans l'avenir. C'est bien noté. Effectivement, la tension dans les marchés peut jouer en la faveur finalement du constructeur. Malgré tout, vous animez le compte de Twitter qui s'appelle Peur Avion, justement pour les personnes qui, en voyant ces actualités, vous l'avez dit, c'est quand même des épisodes médiatiques. Est-ce qu'il faut avoir peur de monter dans un Boeing aujourd'hui, tout simplement ? Non, évidemment que non. Et de toute façon, ils ne perdent pas la confiance des professionnels, c'est-à-dire que les pilotes qui prennent leur avion tous les jours savent à quel point ces appareils sont fiables, savent à quel point ces situations sont gérées, que soit la perte d'un moteur, un avion peut même décoller sur un seul moteur, et même il est capable de planer. Si on coupe les 2 moteurs, un avion ça va planer pendant une demi-heure sur plus de 200 km, et il reste manœuvrable, ça a déjà vu dans le passé. Donc même si on devait aller jusqu'au bout de la démarche et penser à la situation catastrophe, elle reste gérable, et que ce soit un Airbus ou un Boeing, c'est exactement la même chose. Un avion qui a perdu son aile, son hublot, sa porte en vol, l'avion ne s'est pas crashé, il n'y a pas eu de mort. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très spectaculaires, mais il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de Boeing qui ont volé dans le monde, et on n'a jamais eu autant de morts en avion qu'en ce moment. Tout simplement parce que
quel que soit le côté dramatique et visuel de ces événements, aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun accident qui soit mortel, et c'est vraiment ça qui est important. Autant de morts ou aussi peu de morts, j'imagine que vous vouliez dire. Aussi peu de morts, bien sûr. Oui, vous êtes ancien aviateur militaire. Mettez-nous un peu dans la peau, pourquoi pas, d'un pilote qui doit gérer cette situation de crise. Comment réagir? Vous avez dit on est quand même accompagné. Maintenant, les appareils sont faits pour gérer ces catastrophes, on va dire, ces événements, ces incidents. Là, il y a eu un atterrissage en force et un atterrissage d'urgence dans les deux cas. Mais y avait-il un risque quand même, et comment on réagit en tant que pilote? Alors, les pilotes, ils vont avoir simplement déjà des extincteurs dans l'avion qui permettent d'être déclenchés dans les moteurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir éteindre les moteurs s'il y a un éventuel incendie. Et à partir du moment où ils ont perdu un moteur, l'appareil va continuer à voler normalement avec ce qu'on appelle une dérive. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en canoë-kayak et que vous pouvez plus pagayer que du côté droit, mais que vous avez un volant qui permet de compenser. Donc même si on pousse plus fort d'un côté que de l'autre, l'avion va voler quasiment normalement. Il y a une compensation qui se fait automatiquement avec des systèmes de réglage. Et le reste du vol se fait tout à fait normalement. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, quand on n'était pas aussi dramatiquement, médiatiquement informé comme aujourd'hui, il y avait un avion qui avait décollé de San Francisco, il avait perdu son moteur au décollage, il en avait 4, comme le Boeing 747, et finalement ils avaient vérifié, tout était stabilisé, ils s'étaient permis de terminer leur vol et de faire la totalité du vol vers Londres sur seulement 3 moteurs au lieu de 4. Donc il n'y a pas une urgence absolue de devoir se poser quand on perd un moteur. Certes, effectivement, aujourd'hui, les procédures font qu'on le fait le plus rapidement possible. Ils vont se poser instantanément au premier aéroport, mais c'est quelque chose qui est relativement facile à gérer. Et cet événement-là, Xavier Titelman, l'avion était aussi en feu, ou il y avait un moteur qui ne tournait plus? Parce que ça n'a pas du tout les mêmes conséquences pour ceux qui sont dans l'avion. Bien sûr, il y avait un moteur en feu, et le fait d'avoir déclenché les extincteurs fait que le moteur avait été arrêté. Mais en réalité, après, à partir du moment où c'est confiné, qu'on sait d'où ça vient, quel est le problème, on sait que c'était un influx d'huile ou quelque chose qui a réellement été géré facilement, derrière, ça permet quand même d'avoir une certitude sur la fiabilité des autres moteurs. D'accord. Après, donc, par contre, quand on a une dépressurisation, quand on a perdu un hublot, là, on n'a même pas la possibilité de monter à une altitude de croisière. Donc, c'est-à-dire que l'avion qui va commencer son décollage, bah oui, parce que là, il fait moins 50 degrés. Il va faire un peu froid, oui, effectivement. Donc, à partir du moment où l'avion perd sa pressurisation, là, par contre, il y a un atterrissage qui est très rapide, mais vous n'avez jamais eu de mort pour cause de dépressurisation dans ces conditions-là. On peut avoir des otites barotraumatiques, on redescend, on se repose, et puis effectivement, d'un point de vue pilotage, à part avoir des masques à oxygène pour éviter de s'évanouir à cause du manque d'oxygène, là, il n'y a aucune procédure, l'avion vole tout à fait normalement. On descend, on se repose et on respire. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas, Xavier Titelman, pour ces paroles rassurantes. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Air Cosmos et ancien aviateur militaire. On invite les auditeurs à vous rejoindre sur Twitter sur Peur Avion.